De retour en direct sur notre Smart Industry Robot Meetings édition 2021 100% digital et on démarre ce programme très riche pendant ces 2 jours avec une première conférence et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés notre première conférencière. Bonjour. Je vais vous présenter. Bonjour Marjolaine Grondin. Donc Marjolaine, vous avez cofondé et vous dirigez Jam, le média messenger des 15-25 ans que vous avez créé en 2015 avec votre ami ingénieur Loïc alors que vous étiez en parallèle à HEC. Avant ça, vous aviez étudié à Sciences Po, puis vous aviez intégré l'université de Berkeley en Californie. C'est là-bas d'ailleurs que vous avez découvert l'entrepreneuriat. Alors Jam, c'est aujourd'hui la référence sur la jeune génération. C'est une communauté de 700 000 jeunes chaque jour, donc c'est une énorme communauté. Et pour toujours mieux les connaître, vous avez récemment créé l'émission 25, qui donne donc la parole à des jeunes de moins de 25 ans pour parler des 25 prochaines années, d'où le 25. Et vous faites ça dans le cadre incroyable de la Gaîté Lyrique à Paris, qui est donc votre partenaire. Vous faites partie du classement Forbes 30 Under 30, ainsi que du Top Innovators Under 35 du MIT. Vous êtes donc la première entrepreneure française à être intervenue sur la célèbre scène du F8, la conférence annuelle de Facebook en Californie. Quel palmarès! Et récemment, vous avez dit à votre mamie, parce que vous trouvez encore le temps de parler à votre mamie, que vous n'aviez pas du tout l'intention de vivre à 30 ans. J'ai beaucoup aimé cette phrase, la vie que vous auriez à 40 ans pour être sûre d'être prête à 40. Alors, au-delà du bon mot, cette réflexion, elle nous amène tout droit à la thématique de votre conférence. Nous sommes actuellement dans une période de changements radicaux, où la disruption s'impose, le penser autrement, le out of the box, le changement de paradigme, on va en parler avec vous dans quelques minutes. Comment faire justement pour faire coexister ce vieux monde et construire un futur qui n'est pas encore tout à fait là, hein. J'aimerais commencer avec un chiffre. 328 millions. Alors, ce n'est pas le chiffre d'affaires de Jam cette année, pas encore, mais c'est un chiffre qui me tient encore plus à cœur, c'est le nombre de messages que Jam, donc ce robot conversationnel, ce média conversationnel qu'on a créé, a échangé avec sa communauté dans Messenger. Donc Jam, aujourd'hui, c'est le premier média 100% Messenger qui discute avec des jeunes de 15 à 25 ans de sujets de société. Donc on va parler de transhumanisme, de deepfake, d'inégalité salariale, d'actualité, de sujets de société directement dans Messenger et on les incite à réfléchir à ces sujets. Mais comme toute bonne histoire de start-up, ça n'a pas du tout commencé comme ça. Au départ, Jam, c'était une plateforme intra-campus qui s'adressait aux étudiants au sein d'une école, qui leur permettait de se partager des bons plans entre eux. Et en fait, on s'est rendu compte que les étudiants, ils n'avaient pas forcément besoin d'une nouvelle application pour se partager des bons plans. Ça a été un peu difficile pour nous parce que c'est comme ça qu'on était tombé amoureux de notre produit, de notre solution. Et petit à petit, on est revenu, on a refait un pas en arrière, on en reparlera, on s'est auto-disrupté en se disant « Ok, on va créer la conversation avec ces jeunes, on va repartir à zéro, on va se mettre autour d'une table. » Donc ça, c'est moi, il y a quelques années, avec Jean-Claude, un de nos utilisateurs, et Anas, qui faisait le produit avec moi, à qui on demande « Voilà, Jean-Claude, de quoi tu as besoin? Comment est-ce qu'on peut t'aider ?» Et on revient vraiment à la source avec l'utilisateur. Et donc, chaque chose qu'on a fait, chaque seconde qu'on avait avec mon équipe, avec mon associé ingénieur, on les a passées au plus près de l'utilisateur. Là, ce qu'on affiche, c'est un board Trello, qui est un outil de gestion de projet collaboratif, qui a la particularité d'être assez ouvert. Nous, ouvert, on entend à câble, dans le sens où on a pu vraiment s'en servir pour faire ce dont on avait envie. Et donc, créer notre produit, non pas avec du design qui était devenu de mes passions, non pas en communiquant dessus, en créant une application compliquée qui pouvait tout de suite être à échelle, mais en disant non, chaque seconde que toute l'équipe a, on va les passer à discuter avec nos utilisateurs. Et en fait, ça a été vraiment notre aha moment, ce moment magique où on s'est dit, en fait, c'est ça qu'on aime faire, c'est être en conversation avec nos utilisateurs, c'est résoudre leurs besoins, leurs envies à la source. Et donc, petit à petit, on a créé une interface. On est devenu ce qu'est Jam, donc échangé avec des milliers d'étudiants, au début par texto, dans Messenger. Et aujourd'hui, en fait, on a ce produit qui est Jam, qui est vraiment un chatbot, donc ces petits robots avec lesquels on discute, directement dans la messagerie de Facebook, dans Messenger, et qui a encore évolué. Et c'est vraiment ça. Et à la fin, on en reparlera de comment est-ce qu'on évolue encore aujourd'hui. Vous parlez de 25. En fait, on fait vraiment plein de choses. On est tout le temps en réflexion, tout le temps en train de se réinventer. Et c'est vraiment le cœur de notre métier et de ce qui me plaît. En fait, c'est un impératif, mais c'est un plaisir aussi.
C'est comme ça que moi j'aime le voir, voilà, qui discute et qui tous les jours parle de sujets différents avec sa communauté. Et ça marche parce que là on voit quelques feedbacks, quelques retours de nos utilisateurs qui nous disent très bonne ambiance, c'est génial, c'est cool, pas mal du tout, j'adore, etc. Donc tous les mois, même tous les jours en fait, ils sont dans la possibilité, de la capacité de donner à Jam leur feedback. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. Alors, en quelques secondes, je vais parler du business model parce que sinon, la question revient tout le temps en disant « c'est super, mais comment vous gagnez de l'argent ?» On travaille avec des grandes marques qui ont besoin de comprendre les jeunes, de savoir comment leur parler, de pouvoir aussi leur parler. Donc, on fait des campagnes de communication avec elles, on fait des études, des sondages. Et on a créé le studio Jam, qui est en fait un studio qui fait des chatbots à la Jam, mais en marque blanche. Voilà, donc on fait des conversations directement dans la messagerie pour des marques qui ont envie d'entrer en conversation avec leur communauté ou avec la nôtre. En fait, moi, j'ai créé, comme vous l'avez dit, ma société quand j'étais étudiante parce que je ne me retrouvais pas dans le monde du travail. C'était pas, il y avait quelque chose qui me retenait et qui ne me donnait pas envie. Alors que j'avais l'impression qu'en mettant tout de suite les mains dans le cambouis, en tout de suite montant mon entreprise, j'avais vraiment cette capacité à avoir un impact que je pouvais mesurer très rapidement. J'avais cette capacité de croître personnellement, d'apprendre énormément de choses et une liberté et même une injonction à innover. Et c'est ça qui me plaît et c'est ça qui fait que tous les jours, j'ai l'impression d'inventer mon métier et qui m'a ramené finalement à l'entreprise malgré moi, même si je ne pensais pas aller travailler dans une entreprise. Je travaille avec les entreprises aujourd'hui. Et je me suis posé la question, et c'est une question qui reste avec moi vraiment souvent, c'est qu'est-ce qu'une organisation pertinente ? Et quand je dis pertinente, c'est pas performante, c'est pas la performance qui m'intéresse. On en reparlera, les pauvres, c'est toujours à eux qu'on pense quand on parle de disruption. Kodak. Voilà. Si Kodak aujourd'hui était capable d'imprimer de plus en plus de photos moins chères, plus rapidement, etc., en fait, ça nous ferait une belle jambe, quoi. Il y a eux aussi. Pertinente, c'est parce que ça correspond à un besoin et que ça reste ancré avec les usages aujourd'hui. Donc pour moi, une organisation pertinente, c'est une définition qui me tient vraiment à cœur, c'est une organisation qui est capable de naviguer entre les opportunités et les menaces extérieures et même intérieures. Pour les intégrer, c'est là que ça se complique, en temps réel, au cœur de sa vision long terme. Donc on est toujours en train de jongler entre le court terme, le long terme, le moyen terme, le tout de suite, mais en même temps avoir quand même un peu de recul pour maximiser son profit et son impact. Pas ou son impact, puis son profit et d'abord... Non, les deux en même temps. Et quand on pense au mot disruption, il y a une phrase qu'on me pose souvent, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est disruption à qui le tour ? Et quand on dit à qui le tour, moi, ce que j'aime bien, c'est que à la fois on se dit « Ouh là là, à qui le tour, ça va me tomber dessus ?» Et en même temps, à qui le tour, ah non, c'est à moi de jouer, j'ai envie. Donc il y a cette espèce d'ambivalence où on se dit ouais, moi aussi j'ai envie de disrupter, mais j'ai pas envie d'être disrupté. Et on en reparlera, mais on est un peu dans un dilemme où on se regarde tous en se disant mais attends, est-ce que quelqu'un va me disrupter ? Bon du coup, je vais disrupter d'abord, mais en fait je vais m'auto-disrupter. Donc de toute façon, c'est comme ça, c'est une fatalité. La question, c'est pas est-ce qu'on a envie, c'est comme ça que ça se passe. Disruption, fait juste quand même une toute petite parenthèse pour je vais avoir beaucoup on va en parler. On va en parler de... J'y reviendrai parce que c'est important et justement, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition, c'est ça qui est intéressant. Donc on va commencer le voyage justement sur la disruption. Moi, ce que j'ai imaginé faire ensemble aujourd'hui, ce matin, c'est d'abord la comprendre, la disruption, et le climat dans lequel on est de disruptif. Comment est-ce qu'on adopte un état d'esprit disruptif pour s'auto-disrupter avant d'être disrupté ? Pourquoi c'est un projet qui est collectif et qui rebat les cartes du monde du travail ? Qui est un sujet qui m'intéresse énormément, parce que qui disrupte ? Les gens qui travaillent, finalement, les gens qui sont dans les entreprises, qui créent des entreprises, qui travaillent avec les entreprises, et surtout, pour quel futur ? Quel modèle de société ? Qu'est-ce qu'on veut créer ? Donc, qui va disrupter ? Qu'est-ce que c'est que la disruption ? Qui va disrupter et pourquoi ? Alors, j'en parlais rapidement, Kodak. On va donner quelques exemples dans l'imaginaire collectif de disruption. Les appareils photo qui n'ont pas su... comprendre que leur marché, c'était les souvenirs et pas forcément les impressions photos. On en reparlera, mais cette idée de toujours comprendre le besoin client et pas juste être bloqué dans son marché. On peut penser à la location de DVD, de cassettes, à MySpace, à nos premiers téléphones Nokia, le 3310, 3410 et ce fameux Snake. Et alors c'est marrant parce que je ne sais pas si on va le voir s'afficher, mais j'ai
le slide ne se passe pas. J'ai une amie qui me disait il y a quelques jours, ça passe pas, qui me disait il y a quelques jours, bah oui, c'est sympa les podcasts, mais en fait Snake, ça me manque quand même vachement. C'était cool de voir son serpent grossir, c'était une grosse fierté. Donc voilà, la disruption, c'est aussi, il y a quand même une notion de nostalgie, voilà, de comprendre aussi pourquoi. Et pourtant, Nokia a essayé de ressortir son 3310 et ça n'a pas marché. Mais on est quand même baigné dans cette idée de ça avance et ça avance trop vite parfois. Un exemple plus récent, peut-être, je voulais comparer Canal+, Netflix. On a grandi avec Canal+, maintenant on utilise de plus en plus Netflix. En 36 ans, ils sont approchés des 5 millions d'abonnés, Canal+. Ça a mis 6 ans à Netflix pour dépasser les 5 millions d'abonnés. Donc on est quand même sur des tendances qui s'accélèrent énormément. Un peu de définition. La disruption. La disruption, c'est parti. Alors moi je vais sortir tout de suite mon mot en latin, disrompere, disrompere, c'est briser en morceaux, faire éclater, rompre, détruire. C'est que ça fait peur. C'est une définition qui ne fait pas forcément plaisir. À l'inverse, d'autres vont dire on a fait attention à utiliser le mot disruption et pas rupture ou fracture. Et là, je cite le président de TBWA, Jean-Marie Dru, qui dit « C'est une méthodologie dynamique orientée vers la création. » Et voilà, brider la disruption, c'est brider la créativité des entreprises, c'est ne pas mettre l'utilisateur au cœur, c'est garder le statu quo par peur. Mais non, il ne faut rien qui empêche la disruption. Moi, j'aimerais proposer une définition un peu plus neutre. Puisqu'après, chacun peut se faire sa propre idée et sa propre appréciation de la disruption. C'est un procédé par lequel un produit, un service ou une solution va changer les règles du jeu sur un marché établi et va donc entraîner une transformation de la chaîne de valeur. Donc c'est quelque chose qui va se passer, un produit, un service qui va changer les règles et changer la façon de faire. Si on simplifie, alors, je vais passer les slides. C'est une position qui est établie à l'aide d'une stratégie inédite. Et ça, c'est intéressant, je pense. La disruption, ce n'est pas une technologie, ce n'est pas qu'un business model, c'est un état d'esprit et c'est vraiment une stratégie. Alors, un peu de théorie, puis après, on passera à des exemples, mais 5 caractéristiques importantes de la disruption. Le premier, qui est, je pense, très important, c'est un problème souvent courant. Quand on pense disruption, on va sur Mars, on va penser à l'intelligence artificielle, on va tout de suite aller sur des choses qui nous font plaisir intellectuellement, mais en fait, ce qui est vraiment disruptif et qui fait changer nos modes de vie, c'est les changements d'usage. C'est un problème quotidien. Là, on a l'exemple de Amazon Go qui s'est dit « Ok, on va s'attaquer au supermarché. Quel est le plus gros problème dans le supermarché ? C'est la file d'attente. Donc on va créer un supermarché sans file d'attente. Les supermarchés existants n'imaginent pas ça. Ils vont se dire comment est-ce qu'on va en ligne, ils vont se transformer, ils ne vont pas forcément oser se disrupter. Toutes les disruptions commencent par des besoins clients. Par exemple, Citymapper, ce n'est pas juste Google Maps, comment je vais d'un point A à un point B, c'est comment j'optimise mon temps de trajet. Voilà, quand j'ouvre ma carte pour regarder où je vais, mon but, ce n'est pas juste de savoir comment m'orienter, c'est comment je vais au plus vite ou au plus sympa. Elles prennent du temps à s'implémenter. Amazon a pris 10 ans à dépasser les librairies. Et surtout, elles ne sont jamais acquises. Ce qui fait quand même aussi plaisir, même si on est toujours sur une chaise des sables un peu mouvants. Mais finalement, les librairies, aujourd'hui, retrouvent leurs lettres de noblesse. Et les gens, finalement, c'est un peu disruptif quand on est en librairie. Donc, ce qui est disruptif un jour est peut-être l'inverse de ce qui va se passer un autre jour. Et enfin, les grandes disruptions cachent une révolution plus profonde. Et là, on a Elon Musk qui dit, oui, Tesla, ok, on arrive sur le marché de la voiture électrique. On ne va pas révolutionner tout le marché, on ne va pas vendre à tout le monde qui s'intéresse à une voiture électrique, mais en fait, on change les codes. Parce que maintenant, c'est cool d'avoir une voiture électrique. Maintenant, c'est beau. Maintenant, voilà, ils vont changer les codes avec une petite... même s'ils ont 10% du marché. Donc, quelques exemples de disruption. Alors, on pense au Hyperloop, par exemple, pour aller en une demi-heure de Los Angeles à New York, en 20 minutes de Paris à Marseille. Voilà, donc, ces fameux tunnels dans lesquels on pourrait se déplacer dans quelques années et qui avancent partout dans le monde. Voilà, quelques grands exemples. Comment un chirurgien, grâce à la technologie, peut avoir plus de précision. Comment est-ce qu'on peut manger un steak tout en étant vegan. Par exemple, la société Beyond Meat qui propose des
des aliments qui ont le goût, la texture, l'apparence de la viande, mais qui n'en sont pas. Plus proche de l'utilisateur, les néobanques, par exemple N26, où en quelques minutes, sans voir un conseiller, avec juste mon téléphone, je reçois une carte bancaire. J'ai même plus besoin d'une carte bancaire, je peux payer avec mon téléphone, etc. Donc, on change complètement l'approche de la banque. Moi, quelque chose qui me tient à cœur particulièrement aussi, c'est les culottes menstruelles. Mais en fait, c'est énorme comme changement. On dit à une gamine de 13 ans, à une fille de 13 ans aujourd'hui, quand tu as tes règles, tu as juste à porter un autre type de culotte. C'est pas un rituel compliqué, etc. En fait, ça change complètement la perspective de quelque chose qu'on va vivre pendant des années, tous les mois. Donc, c'est pour moi une grande disruption. Et donc, ça concerne tout le monde, en fait. Tout le monde peut être disrupté, quelle que soit sa taille, quel que soit son métier. Même Jeff Bezos, président fondateur d'Amazon, qui dit « Amazon n'est pas trop grand pour échouer ». Et en fait, il prédit, je ne vais peut-être pas lire toute la citation, mais il prédit qu'Amazon va faire faillite. Il prédit qu'Amazon, un jour, échouera. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est pour empêcher ça. Il s'est mis dans l'état d'esprit de « on va rater, on va être trop gros, on va perdre de vue le client ». Et donc, du coup, ça crée une espèce de tension auprès de la société, auprès des managers, qui fait que tout le monde se dit « on est dans cet état d'esprit de faillite imminente permanente ». La disruption a un effet de ricochet sur l'économie, en fait, parce qu'on le voit. Alors, j'aime bien, moi, cet exemple de Airbnb. Quand Airbnb est arrivé, on a pensé d'abord aux hôtels, en disant les hôtels vont souffrir de l'arrivée d'Airbnb. Ça a été le cas quelques années. Et finalement, des professionnels de l'industrie sont relevés assez vite. Ils ont créé des incubateurs, des réflexions, des nouvelles offres, des offres pour les professionnels, des offres de luxe, des offres de conciergerie, des choses sur lesquelles Airbnb n'est pas allé. En revanche, qui a souffert d'Airbnb ? Les habitants. Chez qui, en fait, s'est déplacée la problématique de... Il y a de plus en plus de touristes qui arrivent dans les villes, etc. C'est les loyers qui ont été augmentés. Donc, en fait, quand on voit un nouvel acteur arriver, on n'est pas forcément en train de... On n'a pas forcément la bonne approche. En tout cas, il y a une approche immédiate. C'est pas forcément la plus évidente. J'ai un autre exemple que j'aime bien, c'est l'exemple de Uber. Quand Uber est arrivé, on a pensé aux taxis, en disant, bon, les taxis sont les concurrents directs de Uber. Allo Resto, par exemple, qui livre des repas, s'est jamais dit j'ai un concurrent qui arrive dans quelques années, c'est Uber, il faut que je le regarde de près. Aujourd'hui, Uber Eats, comme Deliveroo ou d'autres, peuvent nous livrer demain un hamburger si j'en ai envie. Pourquoi ? Parce que Uber, ils ne sont pas sur le marché du taxi, ils sont sur le marché du dernier kilomètre. Donc quand on regarde la disruption, attention à regarder l'ensemble et garder du recul sur ce qui se passe. Par exemple, Facebook a pu surprendre aussi il y a quelques semaines en se renommant complètement. La société a changé de nom. Aujourd'hui, Facebook s'appelle Meta. Quand il y a quelques années, Facebook a acheté une Oculus, la compagnie de réalité virtuelle, on se sont dit, mais en bas, Facebook, c'est un réseau social. En fait, non. En ayant 1, voire 10, voire 100 coups d'avance, on se rend compte que Facebook, ce qu'ils vendent, c'est des interactions sociales et que ça peut se passer en réalité virtuelle. Et donc, acheter une compagnie qui fait des casques de réalité virtuelle quand on est un réseau social, ça peut paraître fou, mais en fait, ça fait du sens. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre, au-delà de la technologie, parce que quand on pense disruption, on se dit, oui, comme je disais, les fusées, l'intelligence artificielle, etc. En fait, c'est une des formes de disruption, mais c'est peut-être pas la plus intéressante. C'est un moyen. Aujourd'hui, il y a presque la moitié des entreprises qui citent le risque technologique comme le risque principal auquel elles sont confrontées. Et pourtant, quand on pense à la disruption, il y a la révolution technologique, certes, mais il y a aussi celle du business model, de l'expérience utilisateur, des processus. En fait, il y a plein de types de disruptions. Elles peuvent venir de n'importe quel type d'acteurs sur des marchés qui sont éloignés et de plein de formes différentes. En fait, le digital, c'est un accélérateur, à mon sens, de disruption. Avec des plateformes, on est capable de très vite arriver sur un marché. Uber, il met en relation des utilisateurs qui ont besoin d'un chauffeur, etc. Commoditisation, je vais utiliser des briques d'intelligence artificielle. Je vais utiliser, pour moi, par exemple, l'accès à des utilisateurs via Facebook, via la messagerie, pour créer mon chatbot plutôt que de créer une application. Mais une fois qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est le contenu, c'est la relation qu'on crée avec les utilisateurs, etc. J'ai l'exemple de Netflix. C'est une plateforme technologique qui a disrupté la télé classique. Et pourtant, quand on regarde ce qui fait le succès de Netflix, le plus important, c'est qu'ils dépensent la grande majorité de leurs ressources et leur recrutement et leurs efforts sur les contenus.
pas sur la technologie. Oui, ils utilisent des algorithmes pour améliorer l'expérience. Oui, tout de suite, ils étaient dans 190 pays, dans plein de langues, etc. Mais ce qui fait le succès de Netflix, c'est les contenus. C'est leur studio de création en propre. J'ai quelque chose qu'on ne sait pas forcément, parce qu'on regarde la technologie, mais on ne voit pas tout ce que les boîtes, les sociétés font en arrière-boutique. Si vous regardez par exemple la série Stranger Things, on n'a pas tous la même vignette, ce qu'ils appellent les portails, les portes d'entrée vers un contenu, en fonction de si vous aimez les comédies romantiques, les films d'horreur, la science-fiction, si vous êtes un peu nostalgique des années 90, etc., bah, vous n'avez pas la même image. Donc oui, ils investissent sur la technologie, mais plus sur plus ciblé, en tout cas. Voilà, plus ciblé et dans cette idée de promouvoir derrière les contenus. J'essaie de passer à la slide suivante. Un exemple aussi qui, pour moi, fait dire que la technologie, c'est pas tout et que parfois on revient en arrière. Hier, j'étais à Amsterdam, je prends le train pour arriver à Paris et j'ai pas beaucoup de temps pour acheter à manger. Et là, qu'est-ce que je vois ? Sur la slide suivante, je vois une longue file d'attente. Donc ça me rappelle l'exemple d'Amazon et les supermarchés sans file d'attente. Je vois une longue file d'attente et puis à côté, je vois ça pareil mais express. Et en fait, c'est un distributeur à Amsterdam. Okay. Hier soir. Et en fait, c'est un distributeur, mais si on regarde sur la photo, il y a des gens derrière qui mettent des plateaux repas, des repas chauds. Des gens qui sont coincés dans un distributeur. Qui sont derrière, qui sont dans leur restaurant, mais qui en fait, plutôt que d'avoir un distributeur technologique, mais du coup, ce serait pas chaud, ce serait pas fait sur le moment, etc. Et bien, j'ai un distributeur low-tech. Et qui a beaucoup plus de valeur pour moi qu'un distributeur qui consommerait plus et qui serait beaucoup plus technologique. Donc, comment anticiper la disruption, y faire face, adopter cet état d'esprit disruptif ? Voilà, on l'a vu, la disruption, ça va vite. C'est là, on n'arrive pas forcément... Il n'y a pas à chercher à s'en prémunir, à mettre la tête dans le sable. Elle va plus vite que toute volonté individuelle, aussi bien que collective. En fait, on est dans ce qu'on appelle les fameux dilemmes du prisonnier. En fait, si la personne en face va peut-être me disrupter, bah, je vais peut-être m'auto-disrupter et la disrupter. Et donc, en fait, la personne en face va effectivement me disrupter. On est tous un peu dans ce bain de la disruption, avec des prophéties autoréalisatrices où on se dit, bah, de toute façon, je vais être disrupté, donc autant disrupter. Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve à être disrupté, comme Amazon qui dit, on n'est pas trop gros pour rater, et donc on se dit qu'on va rater, et donc grâce à ça, on ne rate pas. Donc on casse un peu la prophétie, sachant que aucune filière n'est épargnée, et qu'il y a même aujourd'hui peut-être The Family, vous connaissez l'accélérateur, qui à une de ces activités qui est on va prendre tous les secteurs d'activité de l'économie, de la société, et les barbares vont les attaquer et on va chercher à les disrupter. Donc aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs pour éviter, pour s'adapter et comprendre comment on peut se disrupter. Le problème de ces dispositifs, c'est qu'ils partent d'une logique d'innovation incrémentale, de cette idée de je vais me transformer, mais pas je vais me révolutionner. Je vais comprendre mon métier et puis je vais aller regarder un peu ce qui se fait ailleurs, je vais intégrer des nouvelles technologies, mais l'innovation de rupture, c'est pas ça. L'innovation de rupture, elle va tout balayer, mettre en cause tous nos fondamentaux, notre produit, notre business model, même le marché sur lequel on est. Et donc, il faut adapter une logique complètement différente. Là, je propose une différence entre cette transformation. Voilà, on part de l'ancien modèle, on repense, on l'adapte au nouveau monde. La disruption, c'est pas ça, et c'est assez violent. En fait, on ne peut pas transformer, il faut se rendre obsolète pour faire émerger un nouveau modèle. Il y a souvent les porteurs d'eau, certains disent, parfois on demanderait aux innovateurs de faire des porteurs d'eau, ils feraient des porteurs d'eau augmentés en fait, plutôt que d'inventer le robinet. Kodak, il ferait peut-être de l'impression photo augmentée, des bornes d'impression photo. Non, en fait, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de prendre du recul, de se dire soi-même au revoir à soi-même, se rendre obsolète, comprendre où va se déplacer sa valeur et surtout, pas chercher à augmenter l'existant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pas avoir une position d'expert. Donc, toujours avoir du recul, un œil neuf, être très humble par rapport à ce qu'on fait. Se dire que, par exemple, Airbnb, Uber, ça n'a pas été monté par des professionnels de l'hôtellerie ou des taxis, mais par des gens qui ont dit
En fait, c'est pas un marché c'est pas un marché que je vois, c'est pas le marché de l'hôtellerie. C'est qu'il y a des gens qui ont besoin de se loger parce qu'il y a une conférence à San Francisco. J'ai un canapé, ils vont venir sur mon canapé. C'est même pas penser. On parle non plus de marché, mais de clients et même d'utilisateurs ou de gens. Facebook, ils disent, c'est pas des users, c'est pas des utilisateurs qui nous intéressent, c'est des gens avec des vrais comportements. Et comment est-ce qu'on va répondre à ces comportements? Il y a une phrase que j'aime bien aussi, Henry Ford, que vous connaissez peut-être, qui dit, la phrase qui dit, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Les gens même savent pas ce qu'ils veulent. Donc il faut vraiment toujours, en tant qu'entreprise, en tant que société, se dire comment est-ce que je vais complètement faire un pas de côté, repenser mon métier et pas augmenter ce que je fais et le faire mieux, plus vite, moins cher, etc. Mais en fait me dire, est-ce que c'est encore pertinent? Qu'est-ce qui se fait ailleurs? Et du coup, comment est-ce que je vais changer? Et en même temps, c'est ce qu'il a fait. Il a fait des chevaux plus rapides. Il a fait, voilà. C'est le fameux dilemme de l'innovateur, en fait, où on a une position dominante. Et pour se disrupter, il faut être capable de prendre un pari, un risque et de perdre cette position dominante. Moi, j'aime beaucoup cet exemple de Apple. On adorait tous l'iPod. On avait des iPods, on aimait bien, c'était rapide, pratique, les petits, voilà, avec le petit bruit là. C'était super. Et en fait, un jour, ils ont dit, c'est fini l'iPod, on n'en fait plus. Maintenant, vous allez écouter la musique avec votre téléphone. En tant qu'utilisateur, c'était pas du tout ce qu'on attendait. Et pourtant, petit à petit, ils nous ont fait comprendre que tout allait se passer dans le téléphone. Et ils ont augmenté les batteries, ils ont amélioré les casques, etc. Ils ont amélioré. Donc, c'est vraiment parfois anticiper les besoins d'utilisateurs et la façon dont ils vont consommer et utiliser le lendemain. Adaptabilité, liberté d'esprit. Alors normalement, c'est barré, surtout pas d'arrogance. Je pense par exemple à Air France qui disait l'iPhone, mais nous sommes tous sur BlackBerry. Oui, les cadres effectivement d'Air France, ils sont sur BlackBerry, mais les gens commencent à utiliser l'iPhone. Et EasyJet, même en tant que compagnie aérienne, ils se sont dit non, nous on va être sur l'expérience client. C'est comme ça qu'on va réussir à aller toucher les gens autrement. Et donc ils ont tout de suite investi dans une application bien plus performante et bien en amont d'Air France. Heureusement, Air France, ils ont réussi à rattraper le coche et aujourd'hui, ils ont un chatbot, par exemple. Je pense aussi, par exemple, à Blockbuster qui aurait pu racheter Netflix pour 50 millions de dollars en l'an 2000 et qui ont refusé en disant non, mais c'est quoi ce truc, Netflix, ils envoient des DVD par la poste, non. MySpace qui aurait pu racheter Facebook pour 75 millions de dollars et qui ne l'a pas fait. Voilà, donc on est dans une logique où il faut rester humble, il faut s'adapter, il faut avoir du recul, il faut penser. Et avant de penser différemment, petit clin d'œil à Apple, et là c'est le moment où on rentre vraiment dans le pourquoi est-ce qu'on fait les choses, commençons peut-être par penser. Moi j'ai l'impression qu'il y a trois grandes entités dans lesquelles on baigne aujourd'hui. L'entreprise, l'épanouissement humain, la quête d'impact, la quête de respect du vivant, et la technologie. Et on ne sait plus trop lequel est en faveur duquel. Est-ce que la technologie est en faveur de l'entreprise? Est-ce que l'entreprise est en faveur de l'humain? Est-ce qu'on est épanoui en tant qu'humain pour mieux travailler? On ne sait plus. Moi, je pense que c'est en fait assez simple. C'est que l'entreprise et la technologie sont au service de l'épanouissement humain et de notre quête d'impact, de notre impératif même d'impact. Pourtant, aujourd'hui, quand on pense technologie, je ne sais pas si certains ont vu ce film de Ken Loach, Sorry We Missed You, sur les conditions de travail dans la gig économie, de ceux qui sont pour Amazon, pour Deliveroo, qui n'ont pas de contrat de travail, etc. On pense à Delete Uber, un hashtag, il y a un petit moment où les utilisateurs se sont rendus compte pareil, des conditions pas forcément très respectueuses de la plateforme. Deliveroo aussi a fait partie de cette polémique. Et donc disrupter, ça peut vouloir dire, on a une entreprise française, Pop Chef, qui dit, voilà, nous on va changer, on va salarier nos livreurs et on va faire des plateaux repas sains, au bon prix. Frichti, qui dit, voilà, nous on va faire un manifeste, choisir comment on mange, c'est choisir le monde dans lequel on vit. Et donc, c'est pas juste être plus rapide, c'est pas juste être moins cher, c'est avoir des convictions. Donc, comprendre l'utilisateur, à mon sens, c'est ça aussi. C'est pas juste, on veut pas juste tous plus cher, plus vite, moins cher, plus facile. On veut aussi des choses qui ressemblent, qui épousent nos convictions. Une des études qu'on a menées avec Jam, c'est comment les 15-25 ans imposent aux marques de s'engager. On se rend compte, par exemple, quand on pense marque, en fait, un pas de recul encore, c'est la société derrière. 92% des jeunes veulent travailler avec une entreprise qui est en accord avec leurs valeurs. Ça ne tient pas que aux jeunes. Aujourd'hui, 85% des collaborateurs se disent désengagés
de leur entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on imagine qu'une entreprise, c'est un bateau, c'est cette petite barque avec 10 personnes, il y a une personne à l'avant qui rame pour faire avancer le bateau vite, bien, dans le bon sens. Il y en a 6 au milieu qui ne font pas grand-chose, qui discutent, et il y en a 3 à l'arrière qui font couler le bateau. Ça, c'est l'entreprise, c'est la réalité de l'entreprise aujourd'hui en Europe. Oui, il y a Society qui titrait « Un tiers des gens pensent que leur boulot ne sert à rien. Et vous ?» Donc les fameux bullshit jobs. Je ne passe pas forcément la question ce matin, mais il y a cette idée de « Ok, alors on essaie de disrupter, mais en fait, on travaille pour une entreprise dont on ne comprend plus forcément l'intérêt, le but. Donc peut-être qu'il faut prendre encore un pas de recul sur quel est mon métier, quel est mon business model, quelle est la technologie, quel est mon marché, et se dire « Attends, pour qui on travaille, pour qui on crée des conditions, qui sont nos... » En tant que consommateur, en tant que collaborateur, il y a quelques exemples. Par exemple, la révolte des premiers de la classe, ces jeunes premiers qui décident de plus travailler dans les grands groupes, des étudiants des grandes écoles qui ont dit non, on ne veut plus aller travailler dans... Ça ne sert à rien d'aller travailler en vélo pour une entreprise qui pollue, ça n'a pas de sens. Un documentaire qui vient de paraître, qui vient d'être publié, sorti, qui s'appelle Rupture, sur la rupture des jeunes des grandes écoles qui ne veulent plus aller travailler dans des entreprises. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils veulent être au soleil à jouer de la guitare tout nu et lire et écrire des poèmes. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va se retrouver en mode Wall-E derrière des écrans à être complètement assisté. Ça veut dire, je pense qu'au contraire, quelque chose de très positif qui est qu'on voit le travail comme un vecteur d'épanouissement, de progrès, créativité. Alors là, attention, quand je dis ça, ça ne veut pas dire happiness manager, bonheur au travail, etc. Moi, je pense que si on veut rendre les gens juste contents, autant les renvoyer chez eux, dans leur canapé sur Netflix ou un barbecue avec leurs amis. Mais si, en revanche, pas juste les rendre contents, parce que ça, de toute façon, c'est très subjectif et personnel et même intime, si on veut donner aux gens la capacité un lieu, un endroit pour progresser, pour apprendre, pour contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, pour avoir un sens, pour avoir un esprit d'équipe, voilà, vraiment sentir qu'on fait partie de quelque chose et apprendre, là on peut réconcilier, je trouve, les intérêts de l'entreprise, ce besoin de toujours être à la page, de se disrupter, de réinventer, et les intérêts des collaborateurs. Et leur permettre, pour moi, il y a un mot qui me revient toujours au centre et qui est pour moi le mot de l'état d'esprit de la disruption, c'est apprendre. Apprendre, c'est quoi? C'est être vulnérable, écouter, se former, tester, itérer, échouer. C'est des mots dont on n'a pas forcément envie quand on est manager. Et pourtant, apprendre, c'est la seule façon d'accéder à ce qui est à droite. Être vulnérable, c'est être soi-même. Écouter, c'est pouvoir répondre de manière pertinente. Se former, c'est pouvoir transmettre. Itérer, innover. Tester, progresser, échouer. Si on a fait tout ça en boucle, normalement, c'est pour réussir. Et c'est vraiment cette idée de dire si on crée une entreprise où les gens sont là pour apprendre et progresser et contribuer à quelque chose de plus grand qu'eux, qui les tire vers le haut, qui les inspire, là, on a une entreprise qui commence à pouvoir entrer en disruption. Je vous parlais au début de Jam, comment nous, on a dû se disrupter et comment on s'est planté de marché, planté de produits, planté de produits market fit. On a changé notre business model plusieurs fois. On a imaginé un produit qui était finalement dans une application mobile. C'était complètement contre-intuitif. Je passais parfois 15 minutes à expliquer ce qu'on faisait et à la fin, les gens me disaient « Mais je ne le vois pas sur l'App Store. » Oui, je t'ai pas parlé d'application. Ah bon? Non, en fait, tu discutes avec lui dans Messenger. Ah, c'est génial, du coup, j'ai rien à télécharger. J'ai pas besoin d'avoir de place sur mon téléphone, de me créer un compte. Mais les gens n'y pensaient pas forcément. Mais c'est pourtant eux qui nous l'ont soufflé. On fait plein de choses différentes. On a un club de tendance sur les 15-25 ans qu'on diffuse dans toute la France en racontant ce qu'on est capable de faire. On a créé, comme vous le disiez, la conférence 25 où on donne la parole à des jeunes de moins de 25 ans pour parler des 25 prochaines années. Quand on regarde de loin, on se dit mais quel rapport avec Jam et un chatbot? Ben non, en fait, Jam, notre métier, c'est pas de faire un chatbot dans Messenger. Notre métier, c'est de créer la conversation avec les 15-25. Donc oui, une conférence sur les 15-25 ans, ça a du sens. Et peut-être pour conclure et prendre encore un peu de hauteur, si on a des gens qui sont alignés, qui sont inspirés, à qui on donne cette capacité d'apprendre, parce que de toute façon, on a besoin d'eux pour disrupter, ben on a peut-être la capacité de prendre encore un peu de recul et se dire, OK, mais quel monde on veut créer? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Oui, on a compris que pour avoir l'état d'esprit disruptif, il faut être en veille permanente. Il ne faut pas penser en termes de marché, mais en termes de clients, d'utilisateurs. Se dire que la disruption, elle n'est pas que technologique. Elle arrive de plein de façons différentes et c'est ça aussi qui rend créatif. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Bon,
Moi, je ne suis pas là pour faire des prophéties autoréalisatrices ou pas. Je ne suis pas futurologue, si c'est tenté que ça existe. On ne sait pas imaginer le futur. Quand on l'a imaginé il y a 50, 100 ans, 150 ans, on imaginait qu'en 2000, on serait tous en train de voler dans des petits avions personnels. On avait des envies, des imaginaires qui étaient complètement absurdes. Peut-être que si on essaie de voir, en tout cas, ce qui nous motive, et je finirai là-dessus, ce qui fait qu'on est vivant, qu'on est humain, et que la technologie, les innovations, les disruptions peuvent nous apporter quelque chose, c'est vraiment pas forcément ce qu'on a en tête quand on pense technologie. Moi, j'aime bien aller sur Google Images, quand je vois l'imaginaire collectif derrière quelque chose. Si je tape ville du futur, j'avais ça. Alors, j'ai pas envie de vivre en pleine nuit dans une espèce de Singapour, ça, hein. Faux arbres. Ouais, ça me fait plutôt peur. Je pense plutôt être au soleil, dans un endroit qui est entre la ville et la nature, avoir un jus d'orange frais, peut-être des fleurs fraîches sur la table. Tout ça, c'est arrivé peut-être grâce à la technologie. Oui, je suis dans un Airbnb, j'ai pris un billet de train ou d'avion sur mon téléphone, peut-être en discutant avec un chatbot. J'ai su où acheter un jus d'orange frais grâce à la technologie. Mais au moment où je suis là, où je suis bien, je n'ai pas de technologie forcément. Elle est plutôt invisible. Quand je pense à la mobilité, je n'ai pas forcément envie de penser au cinquième élément et me faire peur dans des autoroutes aériennes. Je pense plutôt à mon vélo vintage qui me permet d'aller de manière très agréable là où j'ai envie d'aller. Et puis quand j'ai envie d'être efficace, j'ai des applications comme Uber. Peut-être que demain, ce sera un véhicule autonome dans lequel je pourrais travailler. Mais voilà, j'ai une autre approche de la mobilité. Quand je pense travail, alors déjà, je n'ai pas forcément envie d'arriver maquillée comme ça au boulot et passer 8 heures, 10 heures ou 12 heures derrière un écran comme ça, toute seule, à le balayer, ce n'est pas forcément ce qui me fait envie. En revanche, pouvoir travailler n'importe où, comme on l'a fait ces derniers mois, ces dernières années, et on continue de le faire, travailler n'importe où, travailler debout si j'en ai envie, être avec mes clients. Là, c'est une amie, Julie, qui travaille avec des clients super importants depuis un café au Maroc, pourquoi pas. Quand je pense à la nourriture, j'ai pas envie de me nourrir en 1 minute avec des pilules, avec des protéines. J'ai envie d'avoir des produits frais qui ont été peut-être amenés ici amenés à moi de manière extrêmement optimisée grâce à la technologie, sans gaspillage, avec une optimisation des ressources, du transport, de l'agriculture, etc. Mais au moment où je suis là, moi, je veux des légumes qui sont sains et qui sont bons et qui sont frais. En termes d'éducation, pareil, j'ai envie de pouvoir voir mon professeur. Là, j'ai un ami qui nous donne un cours de product management. Il pourrait le faire grâce à la technologie en plusieurs langues, en temps réel, avec des gens qui suivent de n'importe où. Pourquoi pas ? Vie en famille, j'ai clairement pas envie d'imaginer des enfants derrière des écrans. J'ai envie d'imaginer peut-être des communautés avec des gens qui travaillent, qui viennent, qui s'inspirent, qui communiquent les uns les autres, etc. Et enfin, la smart home. Alors, désolée pour ceux qui ont des années cette application, mais j'ai clairement pas envie de penser à ma maison autonome en disant tiens, je vais allumer la lumière, mais plutôt que d'appuyer sur le bouton, je vais aller chercher mon application sur le 3e écran, je vais scroller et puis je vais mettre allumer la lumière. Non, c'est pas ce dont j'ai envie. C'est plutôt de me dire j'arrive chez moi, c'est à bonne température, il y a peut-être l'eau du bain qui coule, il y a de la musique, il y a un café, il y a la fenêtre qui est aérée, etc. Grâce à la technologie, mais quand je suis là, je suis présente et la technologie, finalement, elle s'est effacée. Et en fait, pour finir, pour moi, la vraie disruption aujourd'hui, c'est celle qui respecte l'humain, les impératifs auxquels on est confronté, que ce soit climatique, sociologique, économique, de santé. Et par exemple, on a vu la fast fashion arriver, qui pollue énormément aujourd'hui. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais qui est responsable d'un nombre astronomique, d'un pourcentage astronomique de la pollution aujourd'hui. Pour moi, et pour beaucoup, en fait, les boîtes qui viennent disrupter l'industrie du vêtement aujourd'hui, du textile aujourd'hui, c'est des boîtes qui se créent, par exemple, en disant on va produire les vêtements que sur demande, on va le faire de manière locale, on va le faire avec des produits recyclés, des matières recyclées, etc. Et donc, en fait, on n'est plus du tout, je trouve, dans la même approche de la disruption. C'est pas on va faire plus vite, on va faire plus rapide, on va faire moins cher, on va faire plus. C'est plutôt on va faire mieux en prenant en compte les impératifs et les envies de chacun. On parlait tout à l'heure de EasyJet, des avions, etc. Pour moi, l'avion, c'est déjà un concept dépassé. Un concept qui me parle beaucoup aujourd'hui, c'est Midnight Trends, un hôtel sur rail, et qui est en fait une start-up qui est en train de se créer, et qui dit, voilà, vous allez peut-être mettre 10 heures pour aller à Lisbonne, mais en fait, regardez, vous n'avez plus de temps d'attente à l'aéroport. Chaque seconde, chaque minute que vous allez passer avec nous, elle est optimisée. Vous avez un voyage à bas carbone.
vous avez une chambre d'hôtel, le confort d'une chambre d'hôtel en déplacement, bah là, ça me parle. Et pour moi, ça, c'est une innovation complètement radicale. Donc, quand tout est imaginable, finalement, la technologie, c'est plus une barrière. La technologie, c'est plus ça, la disruption. C'est plutôt essayer de comprendre l'essence de ce qui fait le vivant, l'humain, notre expérience. Quelle société on veut créer? Je n'ai pas la réponse. De toute façon, elle est personnelle, même s'il y a bien sûr des grandes envies et des grandes tendances. J'ai envie de vous laisser quand même avec une situation que j'aime beaucoup, qui peut-être vous inspirera vous à trouver vos réponses. C'est Saint-Exupéry qui dit « Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. » Et j'espère que j'aurai donné ce matin un peu le désir de la mer, le désir d'explorer, d'aller faire une introspection, de se disrupter, de se transformer, comme chacun en a envie de le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marjolaine pour cette conférence qui nous a ouvert des horizons. En effet, vraiment tout est permis, tout est possible pour ce futur peut-être disruptif et surtout au service de nouvelles solutions, d'avenir qui maintient l'humain quand même, on ne l'oublie pas. On le verra au cours des 2 jours et on espère qu'on aura cette vision aussi il y aura toujours l'humain derrière les machines. Et en effet, il faut que ce soit à notre service et que... Il ne faut pas perdre de vue pourquoi on fait les choses, quoi. Exactement. Et vous avez fait allusion au passé et si on se replonge, moi ça me fait penser vraiment aux gens de la Renaissance qui... Pour aujourd'hui et pour eux, on serait des mages, mais finalement, tout ce qu'ils avaient prévu, ça s'est un peu passé, alors avec des plus et des moins. Et aujourd'hui, quel futur on veut? Donc on vous laisse avec cette question. Quel futur voulez-vous? En tout cas, notre futur, c'est dans quelques minutes. On se retrouve dans ce Robomeeting Smart Industry, édition 2021. Merci, à tout de suite.